On est avec Monsieur Renaud Gagné, qui vient pour sa tournée régionale. Ça fait 2 ans que vous n'en avez pas fait, je crois, monsieur? On l'a fait en virtuel, mais virtuel. la dernière fois qu'on est venu, c'était en mars 2019. Ça commence à faire loin. Oui, c'est loin un peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de rencontre en direct avec nos membres, puis je pense que les gens apprécient beaucoup qu'on prenne le temps de se déplacer pour être capable de parler avec eux, parce que quand on est 200-300 personnes, et des fois 1000 personnes dans un congrès, les gens peuvent pas poser des questions. Donc, j'appelle ça l'accessibilité aux différents délégués ou officiers de section locale qui ils ont tout leur temps pour poser des questions. On leur donne le droit de parole, entre autres. Fait qu'on les écoute sur leurs préoccupations, leurs besoins, puis on essaie d'y répondre. Et vous êtes en train de faire cette tournée-là pour parler de quoi exactement? Bien, il y a plusieurs dossiers qui les concernent. Le premier, c'est le renouvellement de la Convention collective nationale pour l'Est du Canada, pour le secteur de la foresterie, qui comprend les usines de pâtes. On a les gens de Belgique-Quivillon, on a les gens de Témiscamingue, Amos, mais on a aussi tout le secteur du Sierre, toutes les opérations forestières. Donc, tout ce qui est de la transformation de bois ou de la fibre de bois sont concernés par ce règlement modèle-là qu'on va établir. D'abord, il y a une conférence la semaine prochaine, le 23, 24 et 25, où on établit, les gens de l'Ontario, du Québec ont envoyé des résolutions pour à peu près 26 items monétaires, qui est la durée de la convention collective, les augmentations de salaire, les primes, les vacances, tout ce qui peut être congé, avantages sociaux, assurance, retraite. Donc ça comprend plus ou moins 26 demandes à l'agenda. Et on devrait être en mesure de choisir aussi la compagnie cible. La compagnie cible, c'est avec elle qu'on fait le modèle. En 2018, c'était résolu. Est-ce qu'en 2022, ça va être encore résolu? Possible, mais c'est les délégués qui vont décider ça la semaine prochaine. À partir du moment où la compagnie les choisit, on a ce qu'on appelle des négociations locales. Donc, comment est-ce qu'on va distribuer le temps supplémentaire? Comment est-ce qu'on va... les gens qui peuvent partir simultanément en vacances? Comment est-ce qu'on va donner des promotions? Les horaires de travail, c'est important, là, dépendamment... Dans différentes usines, c'est-tu des horaires en continu 7 jours? C'est-tu sur des formules de 12 heures, de 8 heures? Donc, on appelle ça des demandes locales. Fait que les gens discutent ça localement. Et quand ils ont une entente, ils la présentent aux membres. Quand c'est voté dans tout le groupe, bien là, on peut commencer l'agenda principal, qui est juste les questions monétaires qui vont être établies à Montréal la semaine prochaine. Mais on ne s'assoit pas à la table tant que les gens n'ont pas tout réglé leurs questions locales. Et techniquement, c'est prévu du 9 au 18 mai. On est un petit peu en retard cette année en raison de la COVID, là. La difficulté de réunir les gens. Puis faire cette réunion-là en Zoom, là, c'est en virtuel, c'est toujours plus compliqué. Là, ça donne qu'avec le déconfinement, on a la possibilité de les réunir ensemble. Fait que, comme aujourd'hui d'ailleurs, les gens apprécient beaucoup. Est-ce que vous allez parler de la fermeture de l'usine Résolu? Absolument. Absolument. On en a parlé beaucoup ce matin. Ce qui est un peu triste, c'est qu'on a toujours le silence radio de l'entreprise. Est-ce qu'on peut transformer cette usine-là? Bien, la réponse est oui. Comme celle de Bécomo qui a fermé quelques semaines avant, là, le 27 mars, puis ici, c'est le 10 avril. On pourrait produire de la pâte thermomécanique. Qu'est-ce que c'est? C'est parce que quand on fait le papier journal, on a des raffineurs qui vont broyer les copeaux de bois, là. Et c'est avec ça qu'on envoie sur la machine à papier qui fait le papier. Pour faire de la pâte thermomécanique, c'est le même procédé, mais il va falloir blanchir la fibre de bois. Parce que du papier tissu, papier Kleenex ou papier de toilette, c'est pas bon ou moins blanc que... C'est beaucoup plus blanc plutôt que du papier journal. Quand vous regardez le Journal de Montréal, c'est brun. Mais là, ça prend un kit qu'on appelle pour blanchir la pâte. Et ça prend aussi, à la sortie de la machine, au lieu de faire ça en rouleau, on fait ça normalement en ballot, comme à Quivillon. Donc ça, c'est possible là, de le faire. On peut le faire à Bécomo, on peut le faire à Amos, ou on le fait dans une autre usine, puis on recommence à faire du papier journal ici, là. Toutes les options peuvent être possibles. Mais ça prend une volonté de l'entreprise. Et au moment où on se parle, le premier ministre a annoncé 1 milliard d'investissements pour venir en aide dans notre industrie, pour transformer vers des nouveaux créneaux. Bien, je pense qu'il y a le temps de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres pays dans le monde
la Suède, pour ne pas le nommer, qui est numéro 1, qui a déjà procédé à des investissements majeurs pour tous les cartons d'emballage liquide, les cartons alimentaires. Tout le monde a acheté en ligne durant le confinement, que ce soit les Amazon ou même fait livrer, pas rien que la pizza, n'importe quoi des restaurants. On a besoin de carton. Et tout le carton est recyclable. Donc, pourquoi ne pas utiliser cette filière-là? La forêt, c'est une ressource renouvelable. Quand on fait un 2 par 4, on fait des résidus. On fait des copeaux, on fait des écorces, on fait de la sciure, on fait de la planure. Donc, on a des usines, comme à Val-d'Or, ils nous avaient annoncé il y a 4 ans des investissements d'au-delà de 100 millions. Bien, on espère que ça va se réaliser, puis qu'on va pouvoir assurer l'avenir de ces emplois-là en région. Mais si on ne consomme pas les copeaux de bois, si Kivion n'avait pas parti, redémarrer après 12 ans. Puis c'est pour ça que quand je fais le parallèle avec Amos, si on a réussi à partir d'une usine après 12 ans, parce que d'en construire une neuve, là, c'est 1,5 milliard. Là, ça a coûté au-delà de 350 millions, mais c'est rien, c'est une fraction du prix. Puis là, ça consomme tous les copeaux des scieries de l'Abitibi-Témiscamingue, si on veut, là. Tu sais, que ce soit Blanchette, que ce soit Interfort, que ce soit le groupe à la Sarre. On peut continuer chantier Chibougamau, à l'Andrienne. Bon, fait que tous ces copeaux de bois-là, à chaque fois qu'on enlève, comme l'usine d'Amos consommait 200 000 tonnes de copeaux de bois. On fait quoi avec ces 200 000-là? Si on n'est pas capable de les consommer, ça veut dire qu'une scierie va arrêter. Parce que l'environnement va dire que tu ne peux pas produire. C'est à Côte-Nord, c'était comme ça, là. Quand Bécomo a arrêté, bien, on a fermé Port-Cartier, quasiment 180 personnes. Puis on a fermé les opérations forestières, 150 personnes. Donc, dans la communauté à Port-Cartier, c'est majeur de perdre ces emplois-là. Donc, c'est un peu avec ça qu'on travaille. Puis si l'entreprise ne veut pas, n'est pas intéressée, bien, on veut qu'elle le vende pour qu'on ait un promoteur qui va réaliser le projet. Voilà, pour ce qui concerne l'usine d'Amos qu'on a parlé ce matin. OK. Si je comprends bien, dans le fond, à Amos, l'avenue que vous envisageriez serait vraiment papier de toilette puis essuie-tout? Bien, on fait pas on fait pas ce papier-là fini. On fait juste le ballot qui est transporté par train. Mais encore là, si, un exemple, une autre usine qui fait du papier journal aujourd'hui plus au sud, on fait la modification. Quand on est proche des marchés, on comprend que quand on sort un ballot, comme à Quévillon, il s'en va pour faire du papier tissu. Il va être livré chez Kruger, par exemple, qui fait du papier tissu, chez Cascade. Pourquoi? Parce qu'on prend du papier recyclé, puis à force de recycler, les fibres viennent tellement courtes qu'il n'y a plus de force dans le papier. Donc, le papier de toilette, on n'aime pas que ça déchire normalement. Il faut qu'il y ait une certaine résistance. Donc, on va utiliser de la pâte Kraft, qui a des fibres beaucoup plus longues, pour renforcer le papier, pour que ce soit de qualité. On peut faire ça avec du thermomécanique. Au lieu de la cuisson comme à Quévillon, on pourrait le faire. Mais si c'est plus avantageux de le faire dans une usine du Sud, la modifier, puis de repartir sur le papier journal à Amos, bien, fine, on peut faire ça aussi, là. C'est pas impossible, là. Mais on ne fera pas de boîte de Kleenex ici à Amos. Ça, on transporterait de l'air pour mettre ça dans les camions, pour amener... Où c'est rentable, c'est quand il y a beaucoup de population au même endroit. Donc là, ça vaut la peine d'installer une usine qui va juste prendre le ballot, le mettre dans l'eau, puis de l'envoyer sur une machine pour faire le papier fini. On ne transporte pas par camion des rouleaux de papier de toilette. Là, ça ne serait pas rentable de partir d'Amos. On transporterait de l'air, comme on dit. Il faut mettre de quoi? De l'eau. Donc, on transporte les ballots qui pèsent pas loin de 1000 livres. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est important d'avoir vraiment différents partenaires pour les différentes étapes de transformation. Bien, c'est surtout de protéger les installations pour pas que ça se détériore parce que ça coûte très cher les refaire. Donc, gardons ce qu'on a. Puis, si on investit ici, bien, c'est possible. Moi, je pense qu'on peut relancer cette usine-là, mais peut-être dans le papier journal si on fait d'autres choses ailleurs, sinon vers d'autres créneaux. La demande, elle est là, en carton, là. Je veux pas... il y a beaucoup de demandes. Donc, le carton, ce serait possible à Amos aussi? Bien, on l'a fait à Trois-Rivières. Du carton, c'est du papier recyclé qu'on met en carton. Puis ça sert à Amazon, hein, pour emballer vos fameuses boîtes. Là, on peut tout faire, que ce soit de mettre n'importe quoi. Un coup, c'est rendu dépendamment de l'épaisseur, bien, on s'en sert pour ce qu'on a besoin de faire avec. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Je ne savais pas que c'était possible. Ouais, non, c'est possible. Ah, ben...
Aussi, j'ai vu que vous alliez parler de la commission indépendante sur le caribou. Oui, absolument. Ça, c'est à Val-d'Or, j'imagine. Bien, c'était en région, en Abitibi, Val-d'Or ou Rouyn, mais peu importe, on est assez préoccupés parce que le chiffre forestier établit pour les, mettons, les 2023, 2028, un programme de 5 ans qui inclut la protection ou le rétablissement du caribou. Donc, il y a une baisse de la possibilité forestière de 2 de 4 millions. Il reste 4 millions, on va faire un chiffron, là, 4 500 000 mètres cubes qui sont disponibles. Donc, chacune des scieries, elle a une garantie de ça. 75 de sa capacité, puis un autre 25 qu'elle peut acquérir sur des bois qui sont mis en marché. Et ça, c'est conditionnel à ce qu'on réalise des travaux sylvicoles pour aménager un peu plus la forêt pour que ça pousse un peu plus vite, puis de faire du reboisement. Okay. Donc, si on ne fait pas ça, parce que le problème qu'on a, c'est la main-d'œuvre. Donc, est-ce qu'on a plus de monde dans les usines? On a de la misère à faire tourner les usines parce qu'il manque du monde. On commence à faire venir des immigrants. Fait qu'en forêt, là, avec une débroussailleuse, à travers les maringouins, il n'y en a pas plus pour le faire. Donc, est-ce que ça veut dire ça qu'on va avoir moins de possibilités futures pour garantir la protection? Quand on dit possibilité forestière, c'est que si j'en coupe 4 500 000 mètres cubes, ça veut dire que la forêt produit elle-même autant pour qu'on soit toujours, dans 10 ans, dans 20 ans, d'avoir toujours la même quantité de bois. Donc, si on vient changer la donne, parce qu'on ne fait pas ça, puis en plus, la pression des environnementalistes, puis là, j'ai écrit, même pour une rencontre avec le ministre Guilbeault, parce qu'il a sorti dans les médias qu'il fallait que le gouvernement du Québec en fasse plus. Fait que nous, on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire pour lui d'en faire plus. Parce que quand on regarde à la Rivière-Georges, il y avait 800 000 caribous, il en reste 200 000. Pourtant, il y a 0 exploitation forestière. Comment ça se fait qu'il y a 600 000 caribous qui sont disparus, qui sont morts? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on met tout ça sur le dos de l'exploitation forestière. Oui, il y a des études. Oui, il y a des choses peut-être à améliorer. Mais si on ne protège plus de territoire, bien, peut-être qu'il faudra couper un peu plus ailleurs. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va se ramasser encore dans les médias, l'erreur boréale, parce qu'on voit une forêt qui est un peu plus exploitée dans un territoire donné? Ça ne veut pas dire qu'il ça ne va pas se régénérer, mais ça va paraître peut-être moins bien du haut des airs, parce que ça va aller plus désert. Je ne sais pas si vous me comprenez, là. Le fait si on prend juste 30 du volume dans un territoire donné qu'on coupe, bien, si je coupe 60 bien, naturellement, quand je vais regarder ça des airs, il va y avoir moins d'arbres qui vont rester sur le terrain pour être capable d'en protéger d'autres ailleurs. Fait qu'il faut voir tout ça. Puis l'économique là-dedans, c'est que si on baisse la politique forestière, mettons, je dis de 400 000 mètres cubes, 4 millions, mettons 5 de plus, ça veut dire qu'il y a une scierie qui ferme. Laquelle qui va fermer? Bien, c'est celle où il y a sa garantie d'approvisionnement. Ça pourrait être à la Sarre, ça pourrait être Matagami, ça pourrait être Landrienne, ça pourrait être Blanchette. Puis quand ça arrive, bien, il y a des familles qui se ramassent à la rue parce qu'ils ne veulent pas y perdre leur emploi. Est-ce qu'ils peuvent se relocaliser dans d'autres places? Peut-être que oui, parce qu'il manque de main-d'œuvre là, mais c'est jamais intéressant quand ça arrive. Niveau environnement, dans le fond, votre inquiétude, c'est que si on élargit la protection des forêts, c'est que vous deviez aller ailleurs puis que ça cause plus de problèmes qu'autre chose? Bien, en fait, naturellement, il y a une espèce d'équilibre entre l'économique et la protection du territoire. Tu sais, si on regarde à Val-d'Or, s'il y avait 16-17 caribous, puis qu'on prend un immense territoire pour protéger 17 caribous, il n'y a pas de... Tu sais, ils ne sont pas en transition pour qu'ils rencontrent d'autres caribous pour se croiser puis se reproduire. C'est toujours les mêmes, mais ça ne marchera pas, là. C'est toujours les mêmes familles. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il faut abolir, qu'il faut se débarrasser. C'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut, dans une consultation publique, comme nous, on représente plein de travailleurs et des communautés, bien, il faut qu'il y ait plus qu'un son de cloche en termes d'équilibre entre le social et économique versus la protection des caribous. Fait que comment on deal avec ça? Puis nos membres, ce qu'ils nous demandent, c'est comment ça se fait que il y a 600 000 caribous qui sont morts à la Rivière-Georges, qui ne sont plus là, puis il y a 0 exploitation forestière. Fait que c'est quoi l'interrelation entre le territoire nécessaire de protection pour les caribous? Là, on a une augmentation en fait, la température, les changements climatiques fait qu'il y a une hausse.
On regarde dans l'Ouest canadien comment ça a brûlé en Australie, en Californie. Fait que nos vieilles forêts qui sont recommandées, les massifs pour les caribous, bien, si le feu passe dedans, on fait quoi? Est-ce qu'on doit absolument ne point aucune intervention dans ces territoires-là? C'est quoi le dosage, dans le fond, qu'on doit faire? Parce qu'une jeune forêt est moins risque à feu qu'une vieille forêt ancienne. Fait que comment est-ce qu'on deal avec ça? C'est ça qu'il faut voir, puis c'est les scientifiques qui vont nous le dire. C'est pas parce que je me suis levé un matin puis j'ai un chalet sur le bord d'un lac que je veux pas que ma montagne ou mon coin ne soit pas touché jamais pour la valeur de mon territoire à moi. Là. Si tout le monde fait ça, bien, c'est aussi bien de soustraire l'économique des gens qui travaillent et qui en vivent, les communautés. Si je comprends bien, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de discussion avec le secteur économique par rapport à ces enjeux-là? Bien, ça fait partie, parce que là, finalement, nous, on est toujours au banc des accusés, l'industrie forestière. Moi, je représente des travailleurs. L'industrie, bien, se fait attaquer, mais quand l'industrie ferme, bien, c'est nos membres qui nous disent « Qu'est-ce que tu fais, Renaud? » pour nous aider. Fait que c'est là qu'on intervient entre les deux pour la logique. Moi, je me dis tout le temps que la science devrait nous expliquer pourquoi les 600 000 caribous sont morts, puis pourquoi il n'y avait pas d'exploitation forestière, qu'est-ce qui s'est passé là, puis comment est-ce qu'on va assurer la survie, est-ce que notre plan est bon ou pas? Parce que tout le monde peut tirer la couverte sur son bord en disant, bien, il n'y a rien que ça à faire. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Nous, quand je reviens à l'équilibre, bien, c'est là qu'il faut être capable d'expliquer à une population, expliquer à des travailleurs, bien là, écoutez, on va faire ça parce qu'on ne fait pas ça juste pour faire plaisir à un côté. Là. Je pense que les environnementalistes, ils sont là pour défendre des choses. Puis en démocratie, on ne peut pas être contre ça. Là. Puis nous, on défend l'autre partie. Fait qu'on cherche un équilibre de viabilité pour tout le monde là-dedans. Vous savez aussi, il y a des études justement qui sont faites en ce moment par rapport aux 600 000 caribous qui bien, ont c'est ce qu'on demande, là, mais on ne les a pas eus. C'est ce qu'on a demandé depuis. Comme on avait fait un mémoire sur la Côte-Nord où nous, on était d'accord pour refermer des chemins forestiers. Parce qu'un des éléments, c'est les prédateurs. Est-ce qu'on va chasser plus le loup? Est-ce qu'on va chasser plus l'ours? Parce qu'ils sont de très grands prédateurs qui affectent. Là. Mais quand on rouvre une route forestière, bien, les prédateurs vont accéder plus facilement puis ils vont s'attaquer aux jeunes bébés qui mettent bas. Là. Donc, ça va être quoi? Est-ce qu'on va avoir des chasser plus? C'est tout un équilibre dans tout ça. Là. Puis je pense que les scientifiques sont là pour nous faire des recommandations. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'est les deux principaux éléments qui nous préoccupent. Là. Naturellement, on attend toujours les investissements qui nous étaient promis à Val-d'Or pour la relance d'usine. Ça nous avait été mentionné en 2018. Mais là, en raison de la COVID, bien, les chaînes d'approvisionnement, on commande, on essaie d'avoir un auto. Il n'y en a pas d'auto de ce temps-là. Là. Il manque des pièces, mais pour la machinerie dans les usines, c'est un peu la même affaire. Là. Donc, on n'a pas les équipements, on n'a pas pu les réaliser. Puis là, on va certainement regarder pour que ça se poursuive. Mais notre priorité numéro 1, là, c'est le renouvellement des conventions collectives de l'Est du Canada. Il y en a 40 au Québec. Ça touche tout le secteur forêt, scierie, panneaux. Donc, c'est ça qui va être notre menu pour les prochaines semaines. Quel message vous voudriez lancer à vos membres en terminant? Bien, écoutez, on est en déconfinement. Faut être fier de la réalisation qu'on a faite. On a réussi à opérer contre vents et marées dans cette pandémie-là. Faut continuer d'être prudent. Puis espérer. Le secteur de la forêt, à mon point de vue, ça demeure un secteur d'avenir parce que c'est une ressource renouvelable, contrairement à une mine, quand il n'y a plus de minerai, on ferme. La forêt va toujours être là. Et quand on regarde toute la question un des éléments de la réduction des gaz à effet de serre, c'est d'utiliser le bois pour fixer du carbone dans la construction. Mais aussi, le gouvernement fédéral avait annoncé 2 milliards d'arbres à planter. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'emplois. Toute la question de captation, parce qu'un plan qui pousse, là, naturellement, ça ramasse du carbone. Donc, si on veut faire notre effort, le secteur de la forêt est certainement là pour nous aider dans l'avenir. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir.